Le président de la commission de la CEDEAO était en visite à Gao pour soutenir les forces alliées engagées dans le combat contre les terroristes. Gao est en passe d'être sécurisé, mais subsistent toujours des risques résiduels, a confié Kadri Désiré Ouédraogo. Les Ivoiriens aux urnes depuis ce matin pour des régionales et municipales. Le scrutin a lieu sans la participation du FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. La paix a été le maître mot de la campagne. Un dossier dans ce journal, les énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire, elle est utilisée aujourd'hui de façon considérable par les ménages, mais aussi les entreprises. Pourquoi un tel engouement? Le sujet a intéressé Nyanya Aliou Traoré. Nous sommes dimanche 21 avril. La météo prévoit de la fraîcheur ce soir sur Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, l'unique de la soirée. Le président de la commission de la CEDEAO est à Bamako depuis quelques jours. Aujourd'hui, en compagnie du staff de la MISMA, Kadri Désiré Ouédraogo a rendu visite aux troupes alliées déployées à Gao. Le constat est le même. La ville de Gao est sécurisée, mais il y a toujours de petites poches de résistance qu'il va falloir maîtriser très rapidement. Rendu depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a retrouvé une population très engagée à recouvrer la liberté totale. Malgré les souffrances infligées par les terroristes, ces braves habitants, hommes, femmes et jeunes, reconnaissent le sacrifice des troupes françaises, africaines et maliennes. Ils saluent tout simplement les bienfaits. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les forces armées ici présentes. Merci pour la liberté et la dignité retrouvée. À tous, merci pour la fin des séquestrations et des viols. La loi doit prévaloir et les coupables doivent être sanctionnés. Que tous les grands criminels, que tous les grands bandits de quelque bord que ce soit, qu'ils soient trafiquants de drogue, qu'ils soient trafiquants d'armes, quelle que soit sa nature, son origine, qu'ils soient arrêtés et traduits. Parce que nous en savons tous. Nous en connaissons beaucoup. Nous ne sommes pas là pour les traquer, mais il vous appartient de faire, avant de parler de toute réconciliation de cœur, d'abord c'est la justice. Maintenant que la sécurité est là, les déplacés et les réfugiés doivent être pris en charge. Un regain d'espoir et perspective avec le démarrage des activités socio-économiques dues à l'amorce de l'instauration de la sécurité et de la stabilité. Des préoccupations et inquiétudes subsistent, notamment d'une part les problèmes de prise en charge des déplacés et ou réfugiés, aussi bien que ceux relatifs à leur réinsertion socio-économique et professionnelle. Tout le monde entier est solidaire avec vous à Gao. Nous savons les difficultés que vous avez traversées, nous savons les difficultés que vous continuez à vivre. Sachez que la communauté internationale sera aux côtés du Mali pour une reconstruction de votre pays. Restons à Gao. Les jeunes de Gao se mobilisent pour la sécurisation de leur ville. Regroupés au sein d'une organisation dénommée Patriotes, ces jeunes entendent désormais prendre en main la sensibilisation des populations face aux dangers liés aux engins explosifs. Drissa Kone, reportage. La sécurisation des villes libérées passe par l'implication de tous et de toutes. Voilà c'est à quoi s'attellent désormais les jeunes patriotes de Gao. Ils ont décidé d'être le porte-parole des forces de défense auprès des populations pour les sensibiliser du comportement à tenir face à un engin non explosé. Cette campagne de 3 jours mobilisera toute la jeunesse de Gao et la méthode utilisée est le porte-en-porte. Dans la ville comme dans les campagnes, les jeunes de Gao se sont engagés à aller de porte en porte pour montrer ces engins dangereux pour nos civils et nuisibles à notre environnement. Afficher des brochures dans les endroits les plus fréquentés, les salons de coiffure, pharmacies, moulins, alimentation, grains, etc. Cette activité est organisée en partenariat avec les forces de défense. Des intervenants ont salué l'initiative en exhortant les jeunes à plus de coopération avec leur armée. Des munitions ont été tirées, elles n'ont pas explosé, d'autres ont été stockées et puis restent cachées quelque part et elles peuvent être trouvées un jour par des enfants qui sont en train de jouer et qui grattent le sol. Et donc il est indispensable que ces gens-là sachent quoi faire. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans des pays qui ont connu la guerre.
Et combien de fois j'ai vu des enfants qui étaient sans jambes, sans bras, parce qu'ils avaient joué avec une munition non explosée qui leur avait explosé à la figure et ils étaient estropiés à vie. Autre ville en voie de sécurisation, cela s'est passé jeudi dernier lorsque les forces armées maliennes, en collaboration avec les forces françaises, ont, au cours d'une patrouille et sur dénonciation de la population, découvert un dépôt important de munitions dans la périphérie de la ville de Tombouctou. Cette découverte, composée de roquettes anti-chars, de munitions, d'obus de mortier, a été faite dans la maison d'un particulier. Le commandant de la zone de défense de Tombouctou sur cette importante découverte, il est au micro de nos confrères de la DIRPA. Bon, après les actions des djihadistes à Tombouctou par des voitures piégées, les opérations de ratissage ont été intensifiées par le GTA numéro 5 de Tombouctou sous le commandement du commandant Toumani Kouné, soutenu par la prévôté, l'escadron et puis les forces alliées. Donc les opérations de ratissage ont été intensifiées en vue de mettre la main sur d'autres éventuels djihadistes. Et c'est au cours de ces opérations de ratissage qu'on a découvert encore une cache importante d'armes et de munitions, toutes catégories confondues, dans le quartier Abarajou de Tombouctou. C'est des cartouches de petit calibre de 7,62 mm semi-long, ou 12,7 en passant par les 14,5, les roquettes de 40 mm type China et puis type russe. Toujours inviter la population à plus de collaboration avec les forces armées parce que nous avons entamé la phase de la guerre asymétrique. Donc seule la collaboration franche et soutenue de la population nous permettra de mettre la main sur d'éventuels djihadistes et de récupérer les caches d'armes et de munitions. Activité des membres du gouvernement présent, 600 nouveaux exploitants agricoles seront installés dans la zone de production de Béouani et cela dès la campagne agricole qui démarre. Le ministre de l'Agriculture, en tournée dans les zones Office du Niger, a procédé à la mise en eau de toutes ces nouvelles parcelles du projet de 2500 hectares financé par l'Union européenne. Le ministre Baba Berté a également visité d'autres travaux en cours. Le compte-rendu de Dougoufana Traoré. Qui veut aller loin mène sa monture. C'est cet adage qu'a fait sien les responsables de l'Office du Niger en initiant des projets d'aménagement en vue d'augmenter ses surfaces cultivables. Plusieurs de ces chantiers ont été visités par le ministre Baba Berté. À Béouani, les travaux d'aménagement des 2500 hectares dans le bloc D sont presque terminés. Témoin, cette mise à eau faite par le ministre de l'Agriculture. Ce que je vois ici, c'est fabuleux et l'idéal aurait été qu'il y ait des dizaines d'événements de ce genre. Et au niveau de l'Office du Niger, c'est ce dont le Mali a besoin aujourd'hui. Donc c'est ici même le symbole de la maîtrise de l'eau. C'est par ce type d'ouvrage que le paysan, l'exploitant agricole sera sécurisé et il sera à l'abri des caprices de la pluviométrie. Les chantiers du projet QE et du projet d'irrigation de Siengo Extension, tous les deux financés par la KfW, fonctionnent normalement. Cependant, le chantier du projet de Touraba de l'UEMOA traîne encore les séquelles de l'insécurité qui avait frappé la zone de Djabali. Le 14 janvier, nous avons été attaqués par les djihadistes qui nous ont causé beaucoup de dégâts. Nous avons perdu beaucoup de matériel, nous avons perdu beaucoup de véhicules. Les cultures de contre-saison des riz à Béouani et à Alatouna présentent une bonne physionomie. Ce que je retiens de ce périple, c'est que l'agriculture, il faut y croire. Notre avenir, c'est l'agriculture. J'ai fait des entretiens, j'ai eu des entretiens avec le personnel d'encadrement. J'ai eu des entretiens avec les exploitants, et notamment dans la partie d'Alatona. Je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux et il faudrait qu'ensemble nous donnions la main pour relever le défi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire. C'est possible. Le ministre Berté a profité de sa mission pour remercier l'armée malienne à travers ses troupes basées à Djabali pour la sécurisation des zones Office du Niger.
Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dedja Katra, elle vient de boucler une visite en 5e région à l'étape de Djenné. Elle s'est rendue au centre de formation professionnelle Vitré Djenné pour s'enquérir de son fonctionnement. Auparavant, Madame le ministre avait visité le chantier de construction de la Maison des Artisans et la Chambre de métiers de Djenné, la chambre qui est d'ailleurs très attendue dans 4 mois, dont les travaux se déroulent à hauteur de souhait sur financement du Danemark, nous dit Jules Sambou Sissoko. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Dr Diallo Dedja Ben Mahaman Katra, à Djenné, c'est pour constater de visu le chantier de construction de la Maison des Artisans et la Chambre des métiers de Djenné. Démarrés au mois de janvier dernier pour durer 8 mois, les travaux suivent leur cours normal sous la houlette de l'entreprise Bakis SA sur financement danois. Le chantier artisan qui est à la date d'aujourd'hui à 19-20%. Je sais que c'est une attente des populations, mais je salue également les Danois qui, malgré tout ce qu'on a eu comme problème, ils ont réorienté pour que les populations ne perdent pas cet appui. Et aujourd'hui, nous assistons à la réalisation. Et nous avons un suivi pour que nous puissions obtenir le bâtiment dans les meilleurs délais. La formation des jeunes est un souci constant des autorités du Mali. C'est ce qui justifie la visite de Madame le ministre au centre de formation professionnelle Vitré Djenné. Financé par le FAFPA, la formation de type dual est bien assurée ici, avec 2 corps de métier, la mécanique auto et la construction métallique. Aujourd'hui, je salue le courage et surtout la persévérance des travailleurs ici qui ont pu remonter le cap. Ils sont à un niveau très acceptable. Et j'ai été émerveillée par les maçons aujourd'hui et les autres artisans qui ont quitté leur chantier pour venir. C'est tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique. Le ministre a respecté une tradition, la visite de courtoisie aux notabilités, doublée de bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. De la politique dans ce journal, signature au Grand Hôtel de Bamako d'une plateforme politique entre l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, et l'Union des mouvements et alliances pour le Mali pour les prochaines élections présidentielles et législatives prévues en juillet prochain. Les 2 partis politiques étaient respectivement représentés par Younousi Touré de l'URD et Jamil Bitar de l'UMAM. Compte rendu Mahamadou Doumbia. En prélude aux élections présidentielles et législatives, l'Union pour la République et la démocratie et l'UMAM, l'Union des mouvements et alliances pour le Mali, ont décidé de s'unir, de s'entraider ou même de faire front pour accéder au palais de Koulouba, conformément au contenu d'une plateforme consensuelle signée pour la circonstance. À l'URD, nous sommes également convaincus que par la conclusion de cette alliance, nous ouvrons une des voies les plus pertinentes pour le développement de notre pays. Les 2 partis s'engagent en cas de second tour de soutenir l'un ou l'autre candidat en force, Soumaïla Cissé pour l'URD ou Jamil Bitar pour l'UMAM. Cette décision, au dire des cadres de ces 2 partis, répond au souci constant qu'ils ont en commun pour la conduite des affaires de l'État et de leur ambition pour le Mali. En décidant aujourd'hui d'aller à une plateforme d'alliance politique, l'Union pour la République et la démocratie URD et l'Union des mouvements et alliances pour le Mali UMAM réalisent que la crise malienne devrait nous permettre de mobiliser au service de nos populations les programmes économiques les mieux adaptés aux réalités du moment. Conformément à leur ambition, l'URD et l'UMAM tendent la main à d'autres partis politiques qui souhaitent les rejoindre pour le jour J. Le parti Coréam, la Convention de réflexion et d'action pour le Mali, soutient la candidature de Ousseynou Amion Guindo, président du parti Convergence pour le développement à la présidentielle de 2013. La déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse et par le choix du parti, les responsables de la Coréam prônent un changement dans notre pays. Tchemouko Konaté. Une bouffée d'oxygène à la candidature du président du parti Convergence pour le développement du Mali à la présidentielle de 2013. Cette déclaration de soutien à Hossein Amion-Guindo par le parti Coréam, Convention de réflexion et d'action pour le Mali, n'est pas venue du néant. Elle fait suite au constat des qualités dont dispose l'homme. Notre credo à la Coréam, c'est aussi celui de la CODEM. Nous nous en sommes rendus compte dans nos échanges. Il a des qualités humaines qui favorisent l'approche,
des autres personnes, de sagesse, des qualités d'écoute, l'humilité. Des qualités qui, selon lui, riment bien avec les idéaux de la démocratie et sont indispensables pour bâtir un Mali nouveau. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'aucune élection. La vie d'un parti politique consiste en la conquête et l'exercice du pouvoir un jour. Et donc, sa participation à toutes les élections, sans exception, y compris la présidentielle. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, il y a plusieurs instants dans la politique. On n'a pas le droit de faire tomber un obstacle, sinon on arrive le dernier. Donc nous passons au niveau de la COREAM, que nous sommes prêts à y aller. L'accompagnement d'autres partis et le respect du calendrier des élections sont entre autres préoccupations soulignées par les journalistes. En réponse, le conférencier dira qu'un parti politique a besoin de mieux s'implanter et que les délais accordés à la tenue des élections semblent être courts. Le consul général du Mali à Paris était hier au Havre, en Haute-Normandie. Accompagné de ses proches collaborateurs, le consul était allé échanger plutôt avec les compatriotes. Les échanges ont tourné autour de difficultés d'obtention des documents consulaires et les préparatifs des élections de juillet. Makamfi Konaté. Les rapports entre la communauté malienne de France et le consulat général sont parfois très tendus. En toile de fond, les difficultés pour les premiers à obtenir les documents consulaires, passeports, cartes d'identité et autres actes d'état civil. Depuis sa prise de fonction, le consul général Mangal Traoré multiplie les déplacements pour échanger avec ses concitoyens. Ici au Havre, Mangal Traoré affirme que les lenteurs appartiennent désormais au passé. Présentement, nous avons plus de 700 passeports qui sont disponibles au consulat qui n'ont pas encore été enlevés. Il y a des passeports qui sont disponibles depuis le mois de juin 2012. Cela est également valable pour les quarantaines consulaires. Je ne dis pas que nous avons réglé tous les problèmes du consulat, mais nous sommes en train quand même avec l'aide des collaborateurs de faire des efforts pour que les choses puissent s'améliorer. La question des élections divise également. Pour les Maliens du Havre et d'autres provinces de la France, il est hors de question de parcourir des centaines de kilomètres pour aller voter. Les provinciaux, en allant à Paris, sont confrontés à deux difficultés. D'abord, leur voyage, ensuite, le lieu même de vote est quelquefois très éloigné en banlieue. Ça leur demande trop d'efforts pour quelques heures. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait en province, et particulièrement au Havre, un centre de vote. Le consul général informe les Maliens du Havre que désormais chaque province disposera d'un point focal pour faciliter ses démarches administratives. Aussi, la commission électorale a déjà pris des dispositions pour rapprocher les bureaux de vote des électeurs. Je rappelle qu'hier soir, les Maliens du Havre étaient en fait cause. La grande artiste malienne Oumou Sangaré a fait tout simplement vibrer les Maliens du Havre. L'actualité sur le continent, les Ivoiriens sont aux urnes depuis ce matin pour les élections locales et municipales. Le parti de l'ancien président, Laurent Gbagbo, a maintenu son mot d'ordre de boycott. Jusque-là, le calme a entouré le déroulement du scrutin. Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Ici, on ne vote pas pour les régionales, mais pour les municipales. Pour ces premières élections locales depuis 12 ans, l'affluence était très faible dans les bureaux de vote. Dans ce fief de l'ex-président Laurent Gbagbo, les violences post-électorales et l'insécurité hantent toujours les esprits. Ce qui s'est passé, en tout cas, c'est encore dans l'esprit des Ivoiriens. Donc j'espère que cette élection-là ne va pas se passer comme ce qui s'est passé là. Voilà, donc le président va accepter sa défaite. Depuis 80, je suis à Yopougon. Tout ce qu'il y a eu cette année, depuis que ça fait 2 ans actuellement là, je ne veux plus que ça se répète encore. Mais moi, je veux que la paix soit toujours à Yopougon, donc je vote comme ça, à cause de mes enfants. Inquiètent également les autorités ivoiriennes. Le scrutin boycotté par le FPI, l'ex-parti au pouvoir, révèle les tensions politiques toujours vives 2 ans après l'élection d'Alassane Ouattara. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le président ivoirien a appelé à un scrutin apaisé. C'est une élection particulièrement importante. Vous savez que la décentralisation a été voulue et donc elle doit être appliquée. Alors donc je souhaite que ces élections soient apaisées et que
nos compatriotes puissent voter dans la paix. Preuve de cette tension ambiante, 30 000 policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays jusqu'à l'annonce des résultats attendus en milieu de semaine prochaine. L'actualité dans le monde sous forme de télégramme avec comme premier sujet la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Damas en Syrie. John Kerry a annoncé samedi à Istanbul le doublement de l'aide américaine à la rébellion syrienne, une aide essentiellement économique mais aussi de matériel militaire défensif. Il pourrait s'agir de véhicules, de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne. Si elle monte en puissance, l'aide américaine est loin des exigences de la rébellion syrienne qui plaît depuis des mois pour la livraison d'armes lourdes, seule solution selon elle pour faire pencher la balance sur le terrain et accélérer la chute du régime de Bachar el-Assad. Les Irakiens votaient samedi pour renouveler leur assemblée provinciale, premier scrutin depuis le départ des troupes américaines fin 2011. Selon la commission électorale, le taux de participation approchait les 51%, mais les résultats ne sont pas attendus avant la fin du mois. Seules 12 des 18 provinces irakiennes ont participé au scrutin, ce qui entame quelque peu sa crédibilité. Dans les provinces d'Al-Anbar et de Ninive, majoritairement sunnites, le vote a été reporté en raison de l'instabilité. Les attentats à la veille du vote avaient fait 10 morts et 41 blessés au nord de Bagdad. Une foule compacte se pressait dimanche à l'ouverture du salon de l'automobile de Shanghai. Avec 19 millions de véhicules immatriculés en 2012, le marché chinois est désormais le premier marché mondial, un marché prometteur devenu crucial pour les constructeurs internationaux, d'autant que le marché européen, lui, est en forte baisse. Les Chinois aiment les gros cylindrés et les 4x4, dont les ventes sont en forte hausse, à contre-courant des autorités qui aimeraient favoriser les véhicules propres pour dépolluer les villes chinoises, régulièrement asphyxiées par le gaz carbonique. 36 000 coureurs se sont présentés dimanche au départ du marathon de Londres, une course protégée par des mesures de sécurité renforcées, 6 jours après l'attentat qui a ensanglanté celui de Boston. Le coureur éthiopien Tsegaye Kebede a remporté l'épreuve, couvrant les quelques 42 km en 2 heures, 6 minutes et 3 secondes, devançant de 30 secondes le Kenyan Emmanuel Matai et son compatriote Ayele Apcheru. Chez les dames, la Kenyane Priska Jeptou s'est imposée en 2 heures 20 minutes et 23 secondes devant sa compatriote Etna Kiplagat. Nous retrouvons l'actualité nationale à la page culturelle de ce journal. Cinégrain est une industrie culturelle initiée par Beka Film. Cette industrie culturelle vient de produire son premier numéro du 2e épisode du documentaire Terre Verte. Terre Verte, donc, est le titre de ce film documentaire réalisé par Boubacar Gakou. L'objectif de ce film est de permettre à la jeune génération de comprendre et d'analyser l'agriculture pratiquée à l'Office du Niger. Garibou Pérou. Terre Verte, c'est le titre du nouveau film documentaire réalisé par un jeune Malien. Ce documentaire d'1 heure met en lumière l'agriculture telle que pratiquée à l'Office du Niger. Il s'agit pour le réalisateur lui-même agriculteur de comprendre à la fois la problématique de la fonctionnalité de la zone et de la concilier avec la vision paysanne. Dans le film, on a fait intervenir chaque personnage sur un thème précis. Quand on parle de l'agrobusiness, il y a l'intervention de chaque personnage. Et quand on parle de la redevance, tout le monde revient pour débattre la question. C'est ma méthode de traiter ce sujet, quoi. Dans une approche cinématographique, le jeune réalisateur présente l'Office du Niger à travers l'histoire et l'évolution de ses ambitions. Il fait le diagnostic de l'Office du Niger, précise les forces et faiblesses et les opportunités manquées. Il ne décrit pas les réalités avec du fantasme ou avec des affabulations. Il fait décrire la réalité par les victimes et par les acteurs endogènes. L'Office du Niger s'adapte à toutes sortes d'agriculture, mais la concrétisation de ses ambitions peine à prendre un nouvel essor. Pour le réalisateur, les facteurs de blocage ont pour nom difficultés d'approvisionnement en intrants, de drainage d'eau, de conservation, de transformation, de commercialisation et surtout d'accès à la terre. Des défis qui, selon Boubacar Gakou, doivent être relevés pour assurer la sécurité alimentaire, synonyme de lutte contre la pauvreté.
Le livre Devoir de conscience, Odyssée d'un jeune étudiant, a été dédicacé hier samedi à l'amphithéâtre de 1000 places de l'ex-Flash. L'ouvrage est de Fousseni Meiga, juriste et journaliste. Isaac Tchenou était présent à la cérémonie de dédicace. Cet ouvrage de 164 pages est l'œuvre de Fousseni Meiga. Avec pour titre « Devoir de conscience », le livre traite de la vie universitaire au Mali en mettant l'accent sur l'expérience personnelle de l'auteur. Dans l'ouvrage, il est question du fonctionnement de l'université, des problèmes de l'enseignement supérieur et de l'AEM. Ainsi, toutes les difficultés qu'a connues la vie universitaire au Mali sont évoquées. Le livre est en quelque sorte dédié à la cause des élèves et étudiants. De 2006 à 2012, nous avons vécu d'énormes expériences au sein de l'université. Nous avons posé beaucoup d'actes et aussi, et c'est important de le dire, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et en prenant l'initiative aujourd'hui d'écrire ce livre, il s'agit tout d'abord d'amener les étudiants à comprendre, comme je le dis, qu'il n'y a pas de citadelle inattaquable, mais plutôt des citadelles mal attaquées. Je ne suis pas de ceux-là aujourd'hui, de ces étudiants, qui n'hésitent pas aujourd'hui à critiquer le département, à critiquer l'État, sans pour autant se remettre en cause. Ce livre est une remise en cause. Devoir de conscience tente d'établir les responsabilités des uns et des autres par rapport à la difficile situation que connaît l'université au Mali. Le système éducatif malien a beaucoup de défaillances, mais ces défaillances ne doivent pas permettre aux étudiants de ne pas réussir. Nous nous sommes sortis de ce système et nous sommes en train de réussir. C'est vrai que nous avons été soutenus, c'est vrai que nous avons été aidés par beaucoup de personnes ici présentes, mais c'est l'effort personnel, c'est notre volonté de changer, notre volonté d'apprendre, notre volonté de promouvoir la culture de l'excellence qui nous a permis en réalité d'être là où nous sommes. Fousseni Meiga, l'auteur est détenteur d'un DEA en droit, doublé d'un master en journalisme. Il est directeur de publication du journal Le Flambeau. Un autre ouvrage, le titre de l'ouvrage sur le marché est Guide pratique des banques de céréales au Mali. L'ouvrage traite la problématique et les types de banques dans notre pays et précise le rôle que celles-ci ont joué dans la stabilisation de l'offre de céréales dans les campagnes en période de soudure et de crise alimentaire. L'ouvrage est de Abdoulaye Keïta. Je vous le disais dans ce journal, les énergies renouvelables s'implantent de plus en plus dans notre pays. L'exemple le plus frappant est l'énergie solaire. Elle est non seulement sollicitée par les ménages, mais aussi par les entreprises petites ou grandes. Pourquoi cet engouement pour ce nouveau produit énergétique? Quel est son coût? Qui sont les fournisseurs? Suivons l'enquête de Nyanya Aliou Traoré. C'est en 1879 que l'Américain Thomas Edison présente sa première ampoule électrique à incandescence. Une découverte qui va bouleverser les habitudes du monde civilisé. Un siècle et demi après, on assiste à l'émergence d'autres énergies appelées renouvelables, comme le solaire qui produit du courant. L'énergie solaire, ce sont des modules solaires qui captent l'énergie solaire et transformée donc en énergie électrique. L'Afrique, notamment les pays sahéliens comme le nôtre, s'approprient cette nouvelle source d'énergie. Aujourd'hui, on compte sur le marché malien plusieurs sociétés qui produisent et vendent l'énergie solaire. Ces sociétés proposent différentes gammes de solaire. Petites lampes, grandes ampoules, panneaux de signalisation, le choix est multiple. Ce que nous proposons, nous avons des chauffe-eau solaires qui sont installés d'ores et déjà chez les particuliers qui sont très contents, très satisfaits parce que l'eau chauffe jusqu'à à des températures de 100 degrés. Nous avons les lampadaires, des batteries aussi solaires que nous produisons, ainsi que les reading lamps, les lampes de lecture. Qui sont, c'est de l'énergie mobile, si je puis me permettre le terme. Donc comme ça, vraiment, même si vous allez en campagne, vous avez de l'électricité. On fait les panneaux solaires, on fait les régulateurs solaires, on fait les pompes solaires, on fait les humidificateurs, on fait les climatiseurs solaires. Dans cette maison d'un particulier, tout fonctionne au solaire. Oui, c'est très bien, il faut le dire, parce que bon, tous les matins, je me réveille à 6h, 5h30 du matin pour faire de l'eau chaude. Là, je suis plus obligée de me réveiller à pareille heure pour le faire, parce que j'ai l'eau chaude partout, dans toutes les chambres. Cette société spécialisée dans les mines compte utiliser l'énergie solaire très prochainement.
Pourquoi ce choix? Nous avons rencontré son président directeur général. La garantie minimum du solaire, ça va de 20 à 40 ans. Une fois que c'est opérationnel. Ça, c'est la garantie minimum. Et on ne perd plus rien. Le solaire est là. Bon, il y a des batteries aujourd'hui qui peuvent avoir une garantie de 10 ans. Ouais, ça, c'est extrêmement important. Bon, donc, on n'a plus besoin, ce n'est pas de thermique, où tu as besoin d'avoir du fuel. Donc, je crois que si on arrivait à développer le solaire, je crois que le Mali peut s'en sortir très bien. À entendre ses utilisateurs, on est vite séduit par les avantages du solaire. Mais le produit est-il à la portée du Malien moyen? Le solaire, au départ, était cher, mais aujourd'hui, les coûts deviennent accessibles. Mais ça reste toujours quand même cher par rapport aux moyens d'accès des populations. Maintenant, ce n'est pas trop cher. Donc, le prix réduit plus de 70%. L'État a fait un grand effort pour que le prix soit diminué au portée des Maliens. Par exemple, le panneau exonéré 100% au niveau des douanes, des impôts. Donc, tous les taxes a été exonéré par l'État depuis 16 ans maintenant. Je puis vous assurer que l'énergie solaire, je peux vous démontrer par A plus B et que c'est pas cher. Le chauffe-eau solaire, par exemple, bon, pour les 100 litres, on peut descendre à 450 000 francs CFA TTC et puis avoir un prix maximum de 750 000 pour les 300 litres, par exemple. La petite lampe solaire, 12 500 francs TTC et vraiment donc garantie 2 ans. Compte tenu du prix de l'équipement, s'offrir de l'énergie solaire est donc une question de luxe dans notre pays. C'est faux, rétorquent certaines sociétés de production. L'énergie solaire, ce n'est pas un luxe, ça ne doit pas être un luxe. Avoir de la climatisation, ça ne doit pas être un luxe. Nous sommes prêts à accompagner aussi même les collectivités territoriales parce que nous faisons des crédits fournisseurs à hauteur de 25% pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à l'énergie. À travers la Madère, l'État malien est à pied d'œuvre pour vulgariser l'énergie solaire dans le pays. La Madère est présente dans les zones rurales où l'électricité est une denrée très rare. Les missions principales de la Madère, c'est d'abord développer l'accès aux services énergétiques de base, notamment l'électrification rurale et l'énergie domestique. Nous avons installé plus de 12 000 kits solaires photovoltaïques aujourd'hui dans les zones rurales du Mali à travers plus d'une centaine de localités et aussi de centres de santé et d'écoles. Une chose est sûre, l'énergie solaire s'introduit petit à petit dans nos villes et campagnes. En plus d'être écolo, cette énergie est aussi économique. Pour preuve, à l'aide du cuiseur solaire, on prépare le repas de midi sans avoir besoin de régler une quelconque facture. Et c'est là grâce au rayon de M. Soleil. Et oui, quand Nyanya Aliou Traoré décide de faire quelque chose, elle le fait à fond. Le Dakar Recreative Fashion Show est un défilé qui mélange toutes les disciplines artistiques. L'événement est une véritable vitrine pour les jeunes créateurs de mode. Malgré leur talent, ils ont du mal à vivre de leur art. Des pagnes à rayures, des couleurs vives, voici le très classique tailleur, revisité par Eva Dara, une styliste de Dakar. En version jupe ou short, la mode sénégalaise part à l'assaut des bureaux. Le défilé d'A-Créative est conçu comme une vitrine pour les jeunes créateurs de mode. Malgré leur talent, ils ont bien du mal à trouver de l'argent. Des difficultés qui rappellent des souvenirs à Amadou Diop. Le fondateur de la marque Da Fashion est désormais un styliste reconnu. Mais aujourd'hui encore, cet artiste a bien du mal à gagner la confiance des banques. Moi, j'en ai eu à tâter un peu le terrain en prenant de petits financements sur les petites banques de la place. Mais tu vois, les intérêts qui donnent pour les versements après le prêt, c'est très difficile pour un jeune entrepreneur qui ne s'en sort pas bien de pouvoir faire un petit prêt. C'est l'Institut français qui accueille le Da Creative Fashion Show. Plus qu'un défilé, c'est un événement qui mélange toutes les disciplines artistiques. Des danseurs, des musiciens, des comédiens ont accepté d'accompagner la présentation des collections des 5 stylistes invités. Ça a été une grande réussite parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a quand même de l'innovation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir.
L'idée de ce défilé performance a germé dans l'esprit des fondateurs de la marque Bulldog. Ce duo défend les cultures urbaines. Il voulait que la soirée reflète le caractère cosmopolite de Dakar et l'éclectisme de la nouvelle génération. On a les mêmes vibes, on a les mêmes techniques de création. C'est frais, c'est une génération qui s'inspire. Célie s'inspire de la musique rock. Moi j'ai un côté hip-hop, j'ai un côté aussi très roots. Ça part dans tous les sens, quoi. Une créativité foisonnante et débridée qui, les organisateurs l'espèrent, aura convaincu les investisseurs de miser sur la mode Made in Dakar. Tout simplement beau. Mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, cette nouvelle sportive, 8e de finale allée de la Ligue des champions d'Afrique, le Coton Sport de Garoua a battu cet après-midi le Stade malien de Bamako par le score de 3-0. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Bamako et nous osons espérer que le Stade malien relevera le défi ici à Bamako. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la réalisation. Demain 13h, vous serez avec 10h-13h, vous serez avec Mohamed Touré, 18h-20h. Aïssata Ibrahim Maïga prendra le relais. Et juste après moi, votre émission, question d'actualité, atouts et défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali. Abbas Fambouri Traoré, Moussa Arimeiga et leurs invités vous en diront davantage. Question d'actualité, c'est juste après l'émission Ensemble pour un Mali, un et indivisible. Et l'information continue bien entendu sur notre site www.ortm.ml. Bonsoir à tous et bon début de semaine.